des livres plein les oreilles. Bonjour, bonjour, Clotilde Sey en votre compagnie. Merci d'être là cette semaine encore pour ce balado qui ne se consacre qu'aux livres audio. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en aura beaucoup des extraits de livres audio sur des thèmes bien précis. Je vais d'abord vous inviter à nous pencher sur des livres qui traitent de la gourmandise, de la cuisine, mais aussi du grand n'importe quoi qu'on raconte au sujet de l'alimentation et qu'on nous force à avaler gaillardement. Ça, ce sera pour la première partie. En seconde partie, je suis tombée récemment sur un papier dans l'actualité sur Aimé Césaire, l'un des fondateurs du mouvement de la négritude, avec Léopold Ségar Senghor. Aimé Césaire, c'est toute une philosophie à lui tout seul, un mouvement littéraire et politique d'ailleurs, né à l'époque en réaction à la colonisation et à l'assimilation forcée des cultures africaines. Alors au sujet de cette négritude, nous éplucherons quelques livres audio, dont un canadien, du reste. Et puis pour finir, j'ai deux nouveautés à saveur de polar, un de Maxime Chatham, qu'on ne présente plus pour les amoureux du genre, et un autre à la québécoise, une histoire de métro qui repart. Au moment où je préparais l'émission, vous voyez à quoi je fais référence. Oh, c'est peut-être loin par rapport à la date de diffusion de ce balado-là, mais en tout cas, vous voyez à quoi je fais référence. Et puis, oui, tout ça m'a donné des idées. Alors, on va écouter ça ensemble. Le Festival du livre gourmand 2025. J'aimerais vous dire que ça se passe ici au Québec, mais ce n'est pas le cas. Ça s'est passé en novembre dernier en France, à Périgueux, qui a célébré les 20 ans de saveurs et de belles lettres que propose ce festival. C'était plus précisément du 14 au 16 novembre 2025 que la ville française de Périgueux est redevenue la capitale éphémère des saveurs et des lettres. C'était la 20e édition du Festival du livre gourmand. 3 jours durant, cette cité du Périgord a célébré l'espèce d'union entre la littérature et la gastronomie autour d'une centaine d'auteurs, mais aussi de chefs invités, de producteurs. Tous ces gens-là sont venus évidemment parler de leur passion qui est la cuisine. Impossible de dissocier le Festival du livre gourmand de son ancrage local. Il y a eu, en plus on est dans le Périgord, le Festival des saveurs qui a été installé au cœur de la manifestation pour mettre en avant les producteurs et les artisans périgourdins. Autrement dit, foie gras, truffes, noix, caviar, chocolat et tout ça. Que du bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu dans nos catalogues de livres audio? Ah, ça! Un livre qui s'appelle Une gourmandise. Ça a été écrit par Muriel Barbery, c'est lu par Joël Demarty, l'histoire du plus grand critique culinaire du monde. Il est aux portes de la mort, il est en quête d'une saveur qui lui trotte dans le cœur, une saveur d'enfance ou d'adolescence si vous préférez. Alors il se souvient, silencieusement mais parfois avec frénésie, et le voilà qui vogue au gré des méandres de sa mémoire gustative. On écoute un extrait de Une gourmandise. Quand je prenais possession de la table, c'était en monarque. Nous étions les rois, les soleils de ces quelques heures de festin qui décideraient de leur avenir, qui dessineraient l'horizon tragiquement proche ou délicieusement lointain et radieux de leurs espoirs de chefs. Je pénétrais dans la salle comme le consul entre dans l'arène pour être acclamé, et j'ordonnais que la fête commence. Qui n'a jamais goûté au parfum enivrant du pouvoir ne peut imaginer ce soudain éclaboussement d'adrénaline qui irradie tout le corps, déclenche l'harmonie des gestes, efface toute fatigue, toute réalité qui ne se plie pas à l'ordre de votre plaisir,
cette extase de la puissance sans frein, quand il n'y a plus à combattre, mais seulement à jouir de ce que l'on a gagné, en savourant à l'infini l'ivresse de susciter la crainte. Tels nous étions, et régnons en seigneurs et maîtres sur les plus grandes tables de France, repus de l'excellence des mets, de notre propre gloire et du désir jamais assouvi, toujours aussi excitant que la première piste d'un chien de chasse, de décider de cette excellence. Je suis le plus grand critique gastronomique du monde. Avec moi, cet art mineur s'est haussé au rang des plus prestigieux. Tout le monde connaît mon nom. De Paris à Rio, de Moscou à Brazzaville, de Saigon à Melbourne et Acapulco. J'ai fait et défait des réputations. J'ai été de toutes ces agapes somptueuses le maître d'œuvre conscient et impitoyable, dispersant le sel ou le miel de ma plume aux quatre vents des journaux, émissions et tribunes diverses où, sans répit, j'étais convié à discourir sur ce qui, jusque-là, était réservé à l'intimité de revues spécialisées ou à l'intermittence de chroniques hebdomadaires. Pour l'éternité, j'ai épinglé sur mon tableau de chasse quelques-uns des plus prestigieux papillons de la toque. À moi, et à moi seul, on doit la gloire puis la chute de la maison Partey, l'effondrement de la maison Sangère, le rayonnement toujours plus incandescent de la maison Marquet. Pour l'éternité, oui, pour l'éternité, je les ai faits ce qu'ils sont. J'ai tenu l'éternité dans l'écorce de mes mains, et demain, je vais mourir. Je vais mourir en 48 heures, à moins que je ne cesse de mourir depuis 68 ans et que je ne daigne le remarquer qu'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la sentence de Chabrot, le médecin et l'ami, est tombée hier. Mon vieux, il te reste 48 heures. Quelle ironie! Après des décennies de Boostify, des flots de vin, d'alcool en tout genre, après une vie dans le beurre, la crème, la sauce, la friture, l'excès à toute heure, savamment orchestré, minutieusement cajolé, mes plus fidèles lieutenants, le sieur Foy et son acolyte l'estomac, se portent à merveille. Et c'est mon cœur qui me lâche. Je meurs d'une insuffisance de cœur. Quelle amertume aussi. Ouais, c'est un métier que beaucoup d'entre nous auraient peut-être aimé faire, mais je l'entends parler, cet homme-là, et je me dis, me mettre à table à chaque fois pour décider de l'excellence. Il me semble que les plats n'auraient pas le même goût. Tu sais, il me semble, ah mon Dieu, est-ce qu'il y a trop de sel? Est-ce que c'est trop amer? Est-ce que c'est trop, ou pas assez? Enfin bon, est-ce qu'il y a trop de sauce? Pas assez? Est-ce que c'est trop sec? Pas assez craquant? Est-ce que c'est gourmand? Il me semble que je passerai mon temps à m'interroger là-dessus et que je raterai l'essentiel, quoi. Autrement dit, le plat en tant que tel. Bref, cet extrait de Une gourmandise de Muriel Barbery, c'était lu par Joël Demarty. On s'en va voir la cuisinière de Castamar. Nous sommes à Madrid en 1720. Et on rencontre la jeune Clara Belmonte, qui est une jeune orpheline madrilène, donc née à Madrid, qui est complètement terrifiée par le monde extérieur et qui a dû prendre son courage à deux mains pour entreprendre le voyage jusqu'au domaine de Castamar, où elle est attendue comme commise de cuisine. Oui, ça doit se dire, dans le château ducal. Alors, évidemment, elle tente de faire sa place au milieu des nombreux domestiques et puis elle plonge dans ces festivités qui sont données en l'honneur des uns et des autres. La maîtresse de maison est décédée, mais son fantôme est dans chacun des esprits et dans tous les couloirs de cette bâtisse. Quant au mari, le Don Diego, c'est un taciturne, c'est un mystérieux duc.
qui s'était enterré littéralement dans sa propriété à la suite de son veuvage et qui reprend peu à peu sa place dans la société aristocratique et tous les grands d'Espagne sont attendus. Sinon, l'un des personnages principaux de ce livre-là, espérons-le, c'est la cuisine. Extrait de La cuisinière de Castamar de Fernando J. Muñez. Apparemment, leur amitié datait du temps de leur jeunesse, lorsqu'ils accompagnaient des parties de campagne alors qu'elle servait chez le comte-duc de Benavente, et que lui était déjà le duc de Castamar. Madame Moncada avait donc rapporté à son vieil ami que Clara tenait son savoir-faire culinaire de sa mère, la chef de cuisine du cardinal Giulio Alberoni. Elle était entrée à son service avant que le prélat ne tombe en disgrâce, et lorsque le roi Philippe V avait renvoyé celui-ci à Gênes, elle n'avait eu d'autre choix que de partir avec lui. Clara, qui était devenue sa première commise, fut obligée de rester car seule la chef avait le droit de suivre l'ancien ministre. Sur le moment, elle avait cru qu'elle trouverait rapidement un poste dans une grande maison, mais dès que les chefs s'avisaient que ses références avaient été écrites par sa propre mère, ils ne lui accordaient aucun crédit, d'autant qu'il se méfiait des filles trop cultivées. Elle avait donc dû revoir ses aspirations à la baisse, et en attendant de retrouver un poste en cuisine, quel qu'il soit, elle gagnait sa vie en prenant soin des pauvres malheureux à l'hospice de Notre-Dame de l'Annonciation. Quel dommage que la soigneuse éducation que son père, le très respecté docteur Armando Belmonte, s'était efforcé de donner à ses filles, se retourne à présent contre elle, son aînée. Mais comment aurait-il pu le prévoir ? Il avait agi comme l'homme des Lumières qu'il avait été jusqu'au jour de sa mort, le 14 décembre 1710. Tant d'études pour rien, songeait souvent Clara avec regret. Malheureusement, toute cette éducation ne leur avait pas évité de dégringoler sur l'échelle sociale après la mort de leur père. Ironiquement, le pilier de survie de la petite famille avait été la passion pour la cuisine que mère et fille partageaient, cette passion dont le père et Marie s'étaient toujours plaints. « Ma chère Christina, nous avons une cuisinière à demeure pour une raison, » se plaignait-il. « Je ne veux pas savoir ce qu'on dirait à la cour si on apprenait que vous passez vos journées au fourneau alors que nous avons plus de domestiques qu'il n'en faut. » C'est ainsi que depuis toujours, Clara avait eu accès à des livres de cuisine et même à des traductions d'ouvrages arabes et séfarades, dont une grande partie avait été mise à l'index en Espagne. Elle avait dévoré goulûment le livre des ragoûts, viandes et potages du cuisinier Rupert de Nola, ou les 4 livres sur l'art de la confiserie de Miguel de Baeza. Sans parler des 1001 recettes tombées dans ses mains ou celles de sa mère. Déjà enfant, elle accompagnait Madame Cano, leur cuisinière, à la halle centrale, où elle avait appris à choisir les meilleurs choux et salades, les légumes secs, les tomates, les fruits, les différentes sortes de riz. Oh, qu'elle aimait trier, dans ces jours de son enfance, les lentilles et les pois chiches mis à tremper. Quel grand plaisir que de se voir offrir pour le goûter un bol de bouillon de poule ou un carré de ce chocolat si bon et si amer que son père obtenait grâce à ses entrées à la cour. Elle regrettait avec une nostalgie douloureuse ses heures passées auprès de sa mère à confectionner des 4 quarts, des tourtes, des confitures, des compotes. Elle se souvenait avec une tendresse particulière de leur grande manœuvre pour convaincre son père de faire construire un four en terre dans lequel on pouvait tout cuire. Il avait d'abord refusé, mais comme toujours, avait fini par céder sous prétexte de couvrir les besoins de la maisonnée. Après plusieurs échanges avec Madame Moncada, Monsieur Melquiades avait fini par l'embaucher. Pour Clara, Castamar représentait la première marche dans l'échelle de ses ambitions, le retour vers sa véritable passion.
Ah, La cuisinière de Castamar, extrait lu par Caroline Breton, c'est sorti en 2023. Il y a un acteur qui est aussi un humoriste français qui s'appelle Ahmed Silla, que j'aime bien ma foi, et qui propose un livre audio en fait qui fait partie d'une série qui s'appelle Sound Chef. Là, c'est une édition spéciale fête. Alors, je me suis dit qu'on soit avant ou après les fêtes, peu importe, parce que vous allez voir la recette dont il parle peut être mangée absolument en tout temps. Et puis, donc, je vous invite à rejoindre carrément la cuisine, mais en audio. C'est sympa, c'est bien fait. En audio, d'aller rejoindre cet acteur et cet humoriste Ahmed Silla qui vous invite dans sa maison pour cuisiner les recettes de son cru, du moins une, pour commencer. Et écoutez, si vous cliquez, si vous allez sur le catalogue Audible par exemple, vous faites Sound Chef et vous allez tomber sur plusieurs émissions de ce type-là qui sont bien sympathiques. Bonjour, c'est Ahmed Silla. Bienvenue chez moi. Je suis hyper content de passer ce moment seul avec vous. Si, sincèrement. Pourquoi ? Tout le monde ne le sait pas, mais j'adore la food. La cuisine, quoi. Alors, vous guider en cuisine, croyez-moi, ça me parle. D'autant que vous avez choisi l'une des entrées à laquelle je suis le plus accro. Celle que je commande systématiquement au restaurant. Des œufs mimosa. C'est bon, hein ? Ils sont proposés ici dans une version faite, avec des œufs de saumon. Allez, c'est parti pour une nouvelle recette Sound Chef. Étape 1, la préparation de la mayonnaise. Qui dit œuf mimosa dit mayonnaise, forcément. Et puisque c'est jour de fête, autant la faire vous-même. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Dans un grand bol ou un saladier, versez le jaune d'œuf cru. Ajoutez la cuillère à café de moutarde forte. Salé et poivré. Mélangez bien à l'aide d'une fourchette. Vous y êtes ? Parfait. Laissez reposer. Pas des heures non plus. Juste le temps, entre autres, de nettoyer un peu votre plan de travail. Place maintenant au demi-bouquet de ciboulette lavée. Vous allez la ciseler. C'est pas moi qui le dis, c'est les professionnels. En clair, munissez-vous d'un bol. Au-dessus de celui-ci, saisissez la totalité des herbes d'une main. Et de l'autre, découpez-les avec une paire de ciseaux en fines lamelles d'1 ou 2 mm. Faites attention à vos petits doigts, hein, ça peut couper. Prenez votre temps, hein. Pas trop non plus. Ça sent bon la ciboulette, hein. Je le sens d'ici. Ça veut dire que vous avez bien découpé la ciboulette. Oula, c'est pas 1 ou 2 mm ça, hein. Voilà. Voilà, là, c'est mieux, là. Voilà. Parfait. On passe à la suite ? Eh bien, vous ne saurez jamais quand est-ce qu'on met l'huile, quand est-ce que l'œuf arrive, c'est long. Mais je trouvais ça rigolo, la façon dont c'était fait. Bon, vous avez vu, hein, j'en ai pas diffusé un très très long extrait. Allez, on passe à la suite. N'avalez pas tout ce qu'on vous dit. Ça, c'est un essai qui a été écrit, qui est lu aussi par Bernard Lavallée. De quoi s'agit-il ? Il nous dit, Lavallée, qui porte tellement bien son nom, Lavallée, n'avalez pas tout ce qu'on vous dit, ça y est. Tilt. Oh, tout d'un coup, je vois Mathieu qui fait « Oh, tilt. » Donc, chaque jour, nous sommes, nous dit M. Lavallée, bombardés de conseils sur la nutrition. Notre alimentation est devenue une source d'inquiétude. Ça, c'est vrai. Alors qu'elle devrait être avant tout un plaisir.
Études contradictoires, théories obscures, tendances changeantes, comment survivre dans cette jungle d'informations? Avec la rigueur scientifique et le talent de communicateur qui en fait, semble-t-il, sa réputation, le nutritionniste urbain, c'est comme ça qu'il se définit, nous aide à démêler le vrai du faux. Dans ce livre, il décode les mythes et les rouages entourant l'alimentation et il analyse l'influence disproportionnée de l'industrie agroalimentaire, des pseudo-spécialistes et des médias. Tel était le résumé fourni par la maison d'édition. Allez tout de suite, un extrait de « N'avalez pas tout ce qu'on vous dit », écrit et lu par Bernard Lavallée. Nous sommes à l'ère des préoccupations alimentaires. Je ne suis pas le seul à le dire. En 2016, la compagnie de publicité Havas Worldwide est arrivée à cette conclusion après avoir demandé à près de 12 000 personnes vivant dans 37 pays industrialisés quelles étaient leurs habitudes alimentaires. Alors que les générations précédentes se souciaient surtout de savoir si elles allaient être capables de manger suffisamment, nos préoccupations alimentaires, elles, ont complètement changé en quelques décennies. On se pose des milliers de questions sur le contenu de nos assiettes, on veut bien manger, même si on a chacun notre idée de ce que ça signifie, on entretient des craintes concernant les aliments produits de façon industrielle et on s'interroge beaucoup sur l'impact de nos choix alimentaires. Bref, on est perdu. L'orthorexie. Dans une société qui est obsédée par la saine alimentation, c'est pas étonnant que certaines personnes établissent une relation trouble avec les aliments. C'est en 1997 que Stephen Bratman, un médecin américain, a écrit sur l'orthorexie pour la première fois. Il est l'inventeur de ce terme qui est dérivé du grec ortho, qui signifie correct, et orexie, qui veut dire appétit. Bratman a ainsi nommé cette condition orthorexie pour rappeler l'anorexie. Toutefois, contrairement aux gens qui souffrent d'anorexie, ceux qui sont atteints d'orthorexie restreignent les aliments qu'ils consomment en se basant sur la qualité et non sur la quantité. Le but n'est pas de modifier l'apparence corporelle ou de perdre du poids, mais de manger de façon parfaite pour être en parfaite santé. Il n'y a évidemment rien de mal à vouloir prendre sa santé en main et à se tourner vers des aliments qui sont nutritifs. Par contre, quand cette sphère de notre vie prend trop de place, ça peut être un signe que quelque chose ne va pas. Par exemple, une personne qui serait atteinte d'orthorexie peut croire que certains aliments sont si dommageables pour la santé qu'en manger une seule fois peut carrément être dangereux. L'orthorexie est un concept qui est encore nouveau et qui n'a pas été très étudié par les scientifiques. Elle n'est pas considérée comme un trouble alimentaire à part entière dans la 5e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'Association américaine de psychiatrie, le DSM-5. Pour cette raison, c'est encore difficile de déterminer quel pourcentage de la population en est atteint. Malgré tout, Stephen Bratman a conçu le test suivant qui permet de vous mettre la puce à l'oreille. Voici les énoncés de l'autotest Bratman sur l'orthorexie. 1. Je passe une si grande partie de ma vie à penser, à choisir et à préparer des aliments sains que ça interfère avec d'autres sphères de ma vie comme l'amour, la créativité, la famille, l'amitié, le travail et l'école. 2. Quand je mange n'importe quel aliment que je considère comme malsain, je me sens anxieux ou anxieuse, coupable, impur, sale. Même être près de ces aliments, ça me dérange et je juge ceux qui en mangent. 3. Mon sentiment personnel de paix, de bonheur, de joie, de sécurité et mon estime de moi sont excessivement dépendants de la pureté et de la perfection de mes choix alimentaires. 4. Parfois, je voudrais assouplir les règles que je me suis imposées à propos des bons aliments pour une occasion spéciale comme un mariage ou un repas en famille ou entre amis, mais j'y arrive pas. Bien sûr, si c'est dangereux pour votre santé de faire une exception à votre régime alimentaire, ce point ne s'applique pas à vous. 5. Au fil du temps, j'ai régulièrement éliminé des aliments et j'ai allongé ma liste de règles alimentaires dans le but de maintenir ou d'améliorer les bénéfices pour ma santé. Parfois, je peux prendre une théorie alimentaire qui existe et y inclure mes croyances. 6. Suivre ma théorie à propos de la saine alimentation m'a fait perdre plus de poids que ce que la plupart des gens considéraient comme bon pour moi ou a causé d'autres signes de malnutrition comme la perte de cheveux, l'arrêt de mes menstruations ou des problèmes de peau. Si vous avez répondu oui à l'un des 6 points de ce questionnaire, il s'agit peut-être d'un signe que vous êtes en train de devenir orthorexique et je vous encourage fortement à consulter un professionnel de la santé comme un psychologue ou un nutritionniste qui vont pouvoir vous aider à diminuer cette pression que vous vous imposez. J'espère que ce livre va vous aider à y voir plus clair et à alléger un peu l'anxiété qui est liée aux aliments. J'ai l'impression que quand on comprend que ce qu'on entend généralement à ce sujet tient plutôt des fabulations que de la réalité, ça aide à faire la part des choses.
Ça a l'air fou, mais ce ne l'est pas finalement. Un acte comme manger, ça devrait être tellement simple. J'ai faim, je mange. Et pourtant, c'est pas idiot tout ce qu'il dit, monsieur Lavallée, que c'est vrai qu'on s'en pose des questions absolument hallucinantes autour de la bouffe. Bon, la recette de la femme parfaite, ça, je vous recommande, si ça vous intéresse, d'aller vraiment écouter le livre en entier ou le lire. C'est parce que... Bon, c'est un livre de Karma Brown, c'est lu par la délicieuse Danielle Panton, et ça, c'est vraiment formidable, mais je ne suis pas sûre que l'extrait, encore une fois, qui a été choisi pour illustrer ce livre-là soit le bon. C'est un livre sur une madame parfaite qui rêve de devenir écrivaine, mais qui va finalement suivre son mari, et donc elle va oublier complètement les écritures pour vivre dans une banlieue très, très new-yorkaise où elle va devenir la femme parfaite. Alors, en voici un extrait, ne serait-ce que pour la voix charmante de Danielle Panton de la recette de la femme parfaite de Karma Brown. Planter si tard dans la saison et si tard dans la journée n'était pas très raisonnable, mais elle n'avait guère le choix. À cette urgence, son mari ne comprenait rien, lui qui ne s'était jamais occupé d'un jardin, et se trouvait incapable d'en apprécier les bienfaits. Ce matin-là, il s'était donc montré un brin irritable. Elle devait se consacrer à des choses plus importantes. Il n'en manquait pas, puisqu'ils venaient tout juste d'emménager dans leur nouvelle maison. Rien ne pressait pour le jardin. On était à la fin de l'année, après tout, les bulbes entraient en dormance, attendant les pluies et la chaleur du printemps pour renaître. Mais cette plante à clochette exubérante n'aurait pas cette patience. Elle avait reçu des instructions spécifiques. C'était une fleur à planter sans délai, le jour même. C'est ainsi qu'elle se sentait vraiment vivante, les mains dans la terre, à chantonner et à entourer les bourgeons et les feuilles de 1000 bons soins. Elle avait eu un coup de cœur pour cette maison, avec ses plates-bandes toutes prêtes, bien qu'un peu clairsemées. Le potentiel de ce jardin sautait aux yeux. Malgré le bâtiment lui-même, large et impersonnel, avec ses trop nombreuses pièces pour seulement elle et son mari. Des jeunes mariés, ils avaient encore le temps d'en faire un chez-soi chaleureux, rempli d'enfants. Fredonnant un de ses airs favoris, elle enfila ses gants et s'accroupit. Avec le transplantoir, elle creusa un grand trou circulaire dans la terre. Elle y plaça la plante en la tenant délicatement avec ses doigts gantés pour éviter d'écraser les boutons couleur de l'améthyste. Elle tassa le sol autour des racines et se réjouit à la vue de la longue tige bien droite et des fleurs agrémentant déjà le jardin de leur couleur. Oui, on sent bien que ça va être l'épouse absolument parfaite qui va s'ennuyer pour mourir dans cette banlieue new-yorkaise. C'est Clotilde qui vous parle à l'émission des livres plein les oreilles. Que dis-je au balado? Et me voici revenue. Je prends souvent comme référence des articles que je trouve dans la revue en ligne Actualité. Et cette fois-ci, j'ai trouvé un papier. Malheureusement, je ne sais pas de qui. Ça arrive souvent que le nom du ou de la journaliste ne soit pas indiqué. Sinon, je l'aurais évidemment nommé avec grand plaisir. Qui nous dit qu'Actualité s'est rendue à Fort-de-France à l'occasion de la première édition d'un salon qui s'appelle Tous Créoles. Et à Fort-de-France, en Martinique, la littérature a un visage familier qui est celui d'Aimé Césaire, référence morale indiscutée. Aimé Césaire qui est d'ailleurs rentré au Panthéon et sur la plaque de cet auteur, on peut lire Aimé Césaire, poète, dramaturge, homme politique martiniquais, donc, né en 1913, mort en 2008. Député de la Martinique de 1945 à 1993 et maire de Fort-de-France de 1945 à 2001. Ça en ferait rêver quelques-uns. Inlassable artisan, peut-on lire également sur la plaque de commémoration d'Aimé Césaire au Panthéon. Inlassable artisan de la décolonisation, bâtisseur d'une négritude, c'est mis entre guillemets parce que c'est lui qui a créé ce mot-là, fondé sur l'universalité des droits de l'homme.
Bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, disait-il. Il a voulu donner au monde, par ses écrits et son action, la force de regarder demain. Un petit extrait aussi sur cette plaque. J'habite une blessure sacrée, j'habite des ancêtres imaginaires, j'habite un vouloir obscur, j'habite un long silence, j'habite une soif irrémédiable. Signé Aimé Césaire. Permettez que je vous lise un extrait d'un de ses livres, qui est d'ailleurs un cahier, le cahier d'un retour au pays natal, qui, hélas, n'a pas été enregistré. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller sur YouTube. Il y a par contre des documentaires sur Aimé Césaire et plus spécifiquement des images autour de son cahier d'un retour au pays natal, dont j'ai extrait les mots suivants. Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes, que les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la nègrerie, que nous sommes un fumier ambulant hideusement prometteur de cannes tendres et de coton soyeux, et l'on nous marquait au fer rouge, et nous dormions dans nos excréments, et l'on nous vendait sur les places, et l'aune de drap anglais et la viande salie d'Irlande goûtaient moins cher que nous. Et ce pays était calme, tranquille, disant que l'Esprit de Dieu était dans ses actes. La négraille assise, inattendument debout, debout devant la cale, debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout sous le soleil, debout dans le sang, debout et libre, debout et non point pauvre folle dans sa liberté et son dénuement maritime, girant en la dérive parfaite. Et la voici. Plus inattendument debout, debout dans les cordages, debout à la barre, debout à la boussole, debout à la carte, debout sous les étoiles, debout et libre. Et le navire lustral s'avançait impavide sur les eaux écroulées. Quelle plume il avait, cet Aimé Césaire. Il existe en audio une biographie d'Aimé Césaire. Elle est disponible sur pas mal de catalogues, boucles d'oreilles notamment, Audible aussi. C'est une bio qui est lue à haute voix par l'autrice, un texte d'ailleurs formidable. La narration, j'ai mis 3 petits points de suspension. Il y a des gens, vous savez, il y a des auteurs qui sont parfois absolument formidables, mais ils se décident pas à choisir quelqu'un d'autre pour lire leur texte, et ils devraient, parce que cette femme est une autrice merveilleuse et ce qu'elle écrit sur Aimé Césaire, c'est vraiment passionnant. C'est juste que la façon dont c'est présenté à l'oral, je suis désolée, je suis peut-être un petit peu difficile, mais au bout de 2 minutes, moi j'ai complètement décroché. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré vous en lire un extrait. Alors, cette bio s'appelle Aimé Césaire, une biographie expliquée, les figures de l'histoire. Ça, c'est le cas, c'est dans le cadre de cette série-là, les figures de l'histoire. C'est écrit et lu par Véronique Corrinus et c'était sorti en 2018. De ces voix d'écrivains qui ont toujours célébré la négritude chère à Aimé Césaire, selon son expression, il y en a qui se sont élevés dans notre pays, ceux notamment de Robin Maynard, ici au Canada, et ceux de Colson Whitehead, chez nos voisins états-uniens. Robin Maynard a écrit « Noir sous surveillance, esclavage, répression et violence d'État au Canada ». Sur le site de Mémoire d'Encrier, on peut lire ceci: « Esclavage, racisme, ségrégation, appauvrissement, peur et haine des Noirs. Une histoire du Canada, un livre à lire absolument. La vérité a souvent un goût amer, nous ne savons comment accepter nos histoires. Faut-il s'en tenir aux faits et dire la vérité? Cet ouvrage monumental, si richement documenté, est précieux. Il nous tire de l'oubli et du silence. Que savons-nous de l'esclavage au Canada ?» Eh bien, c'est Mireille Métellus, comédienne que j'aime tant, qui a pris ce livre en main et qui l'a lu pour nous. En voici un extrait de Noir sous surveillance. L'esclavage s'est pratiqué au Canada pendant plus de 2 siècles. Néanmoins, la plupart des écoles de ce pays n'enseignent ni les réalités de l'esclavage canadien, ni les multiples brimades infligées aux populations noires du Canada. Brillant par son absence dans l'enseignement, l'esclavage qui s'est pratiqué au Canada se fait aussi très discret dans la recherche. Le fait que la plupart des universités canadiennes n'ont pas de département d'études noires
s'avère aussi particulièrement révélateur. Signalons l'exception notable d'un programme de mineurs en études de la diaspora noire et africaine, ouvert en 2016 à l'Université d'Alousie. Trop peu d'historiens ont porté ou portent aujourd'hui un regard critique sur l'esclavage qui s'est pratiqué au Canada, et rares sont en définitive les Canadiens qui connaissent cette partie de leur histoire. Quand il arrive que l'esclavage canadien soit mentionné, ce qui est rare, il est généralement présenté comme un phénomène de peu de conséquences et de courte durée. Or, l'esclavage n'est jamais de peu de conséquences. La domination et l'asservissement d'un groupe d'êtres humains par un autre supposent forcément des menaces ou des actes de brutalité qui s'expriment de multiples façons. La capture des Noirs et les moyens utilisés pour assujettir leur corps constituent une violence fondamentale sur laquelle s'appuie tout le système esclavagiste. Le maintien d'un être humain en servitude passe nécessairement par les privations sociales et matérielles, la surveillance et les châtiments corporels. Cette violence se traduit souvent de manière particulièrement répugnante. Poétesse, réalisatrice et historienne néo-écossaise d'ascendance africaine, Sylvia Hamilton rapporte ainsi l'histoire de Lydia Jackson, une jeune femme noire libre ayant vécu en Nouvelle-Écosse au XVIIIe siècle. Capturée et réduite en esclavage, elle est vendue à un maître et son épouse qui la frappe régulièrement au visage et à la tête avec de grandes pinces, des cordes ou des bâtons. Elle sera même piétinée alors qu'elle est allongée par terre, enceinte de 9 mois. Cette violence est cautionnée par l'État. Le tribunal rejette sa plainte pour maltraitance. Historienne de l'esclavage au Canada, Charmaine A. Nelson analyse le cas de Hetty, soumise à des tortures similaires. Elles sont décrites dans le récit de Mary Prince, une esclave noire des Bermudes. Comme le souligne l'auteur, ces châtiments ne cherchaient manifestement pas à corriger un comportement. Indépendamment même des fonctions économiques de l'esclavage, les punitions physiques témoignent d'une déshumanisation systématique et brutale des Noirs inhérente au régime esclavagiste. Les tortures infligées à Hetty et à Lydia Jackson montrent que l'esclavage constitue certes une exploitation économique, mais aussi l'expression d'une haine des Noirs, viscérale, et d'une incapacité des propriétaires à considérer leurs esclaves comme des êtres humains qui les poussent à leur faire subir des châtiments barbares en réalité contraires à leurs propres intérêts économiques. Même en l'absence de violence physique manifeste, les circonstances qui amènent les esclaves à se résigner à leur sort parce qu'ils savent que toute tentative de l'améliorer sera durement réprimée constituent en elles-mêmes une violence permanente qui se rejoue et se perpétue à chaque instant de soumission. L'esclavage est un terrorisme racial qui vise l'assujettissement psychologique, physique et économique complet d'un être humain à un autre. D'une manière générale, indique la juriste canadienne noire Esmeralda Thornhill, les esclaves noirs du Canada étaient des objets que leurs propriétaires blancs pouvaient à leur guise utiliser, maltraiter, brutaliser, exploiter pour leur propre plaisir, abîmer ou détruire. Et oui, ça fait mal à entendre, mais c'est la réalité. Et je vous rappelle, si vous aviez raté le début, que c'est un extrait du livre Noir sous surveillance qui avait été d'ailleurs enregistré ici dans nos studios, là où il y a Canal M et Vues et Voix, bien sûr, qui abrite notre radio. Ce livre est signé Robin Maynard et il était lu par Mireille Métellus. Vous pouvez le trouver également sur tous les catalogues, y compris Nara, un autre catalogue québécois, notre catalogue d'ici. Un autre livre pas facile, mais malheureusement, ils sont nécessaires.
Voilà, on va les appeler comme ça. Des livres nécessaires. Nickel Boys de Colson Whitehead, le bien nommé, qui nous emmène cette fois-ci dans la Floride ségrégationniste. On est dans les années 60 avec un jeune homme qui s'appelle Elwood Curtis, qui prend très à cœur le message de paix de Martin Luther King. Il est au moment où on fait sa connaissance, il va intégrer l'université pour y suivre, il l'espère, de brillantes études, mais il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsqu'à la suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à ce qu'on appelle la Nickel Academy, qui est une maison de correction qui s'engage à faire des délinquants des hommes honnêtes et honorables, sauf que, en fait, il s'agit d'un endroit cauchemardesque où les pensionnaires sont soumis aux pires sévices. Elwood trouve toutefois un allié précieux en la personne de Turner, avec qui il se lie d'amitié. Il faut savoir que ce livre-là a été couronné par le prix Pulitzer en 2017. Et ensuite, il a eu à nouveau, Whitehead, en 2020, il a reçu à nouveau le prix Pulitzer pour Underground Railroad, dont j'avais également parlé à cette émission et qui existe aussi en livre audio. Quelques mots de Barack Obama au sujet de ce livre. Le roman de Colson Whitehead, Nickel Boys, est une lecture nécessaire. Il détaille la façon dont les lois raciales ont anéanti des existences et montre que leurs effets se font sentir encore aujourd'hui. Des tests ADN, réalisés sur des parents survivants, quand les étudiants purent en retrouver la trace, établirent un lien entre les morts et le monde des vivants, qui perdurait sans eux. Sur les 43 corps, 7 demeurèrent anonymes. Les étudiants entassèrent les croix en béton près du site de fouilles. Lorsqu'ils vinrent reprendre le travail un matin, elles avaient été brisées et réduites en miettes. Boot Hill délivra ses garçons un par un. Quand elle découvrit ses premiers restes en nettoyant au jet des objets sortis des tranchées, Jody eut un frisson d'excitation. Le professeur Carmine lui dit que l'os en forme de flûte qu'elle tenait dans la main appartenait vraisemblablement à un raton laveur ou autre petit animal. Mais, avec le cimetière clandestin, elle eut l'occasion de se racheter. Elle le découvrit alors qu'elle arpentait le chantier en quête de réseau téléphonique. Son professeur confirma son pressentiment à l'aune des anomalies du site. Toutes ces fractures, ces crânes enfoncés, ces cages thoraciques criblées de chevrotines. Déjà que les dépouilles mises au jour dans le cimetière officiel étaient suspectes, qu'avait-il pu arriver à celles qui étaient enterrées dans la partie non signalée? 2 jours plus tard, les chiens de détection et l'imagerie radar corroborèrent son intuition. Pas de croix blanche, pas de nom. Rien que des ossements attendant qu'on les trouve. Et ils appelaient ça une école, dit le professeur Carmine. On peut cacher bien des choses dans un demi-hectare de terre. Un des garçons ou un parent alerta la presse. Les étudiants avaient fini par nouer des liens avec certains d'entre eux, après tous ces entretiens. Ces garçons leur rappelaient les oncles bougons et les têtes de bois des quartiers de leur enfance. Des hommes qui s'adoucissaient parfois lorsqu'on les connaissait, mais dont le cœur demeurait dur. Les étudiants leur parlèrent du second site d'inhumation. Ils parlèrent aux familles des enfants morts qu'ils avaient déterrés, et une chaîne locale de Tallahassee dépêcha un reporter. Ce n'était pas la première fois que les garçons évoquaient le cimetière clandestin, loin de là. Mais, comme toujours quand il s'agissait de Nickel, personne ne les croyait tant qu'ils étaient les seuls à s'exprimer. La presse nationale s'empara de l'histoire, et le public eut pour la première fois un aperçu de ce qu'avait vraiment été l'école disciplinaire. Nickel était fermé depuis 3 ans, ce qui expliquait l'état sauvage du terrain et l'habituel vandalisme adolescent. Même le plus innocent des décors, un réfectoire, un terrain de football, prenait un aspect sinistre, sans qu'il y ait besoin de recourir à des trucages photographiques. Les images étaient dérangeantes. Des ombres tremblantes s'insinuaient dans les coins, et la moindre tache évoquait du sang séché. À croire que l'équipement vidéo faisait ressortir la nature sombre de chaque image, absorbant le nickel visible et recrachant le nickel invisible. Si cela se produisait avec les lieux les plus anodins,
Pouvez-vous imaginer le résultat lorsqu'ils étaient hantés? Les garçons de nickel revenaient moins cher qu'une danse à 10 cents, et on en avait pour son argent. C'est en tout cas ce que les gens disaient. Depuis quelques années, d'anciens élèves montaient des groupes de soutien en ligne qui se réunissaient de temps à autre dans des diners et des McDonald's, dans une cuisine, à 1 heure de route. Ensemble, ils se livraient à leur propre archéologie fantôme, fouillaient les décennies et rendaient aux yeux du monde les fragments et objets de cette époque. Chacun de ces hommes avait une pièce à apporter. Je me rappelle qu'il disait « Je viendrai te voir tout à l'heure ». L'escalier branlant qui descendait au sous-sol de l'école. La semelle de mes tennis imbibée de sang. Rassembler ces morceaux pour confirmer qu'ils partageaient une même obscurité. Si c'est vrai pour moi, c'est aussi vrai pour quelqu'un d'autre, et je ne suis plus seul. C'est extrait de Nigel Boys de Colson Whitehead et c'est lu par Stéphane Boucher, ce livre paru en 2020 qui est d'une durée, pour ceux que ça intéresse, en audio de 7 heures. Et si on passait à quelques nouveautés ? Maxime Chatham, il est toujours très très attendu par les amoureux du genre, c'est-à-dire polar, un petit peu science-fiction, pas mal de sens, pas mal gore toujours, c'est toujours, on est dans le fantastique, dans le mystique, dans tout ça. Là, vous allez voir, on se dit, oh mon Dieu, qu'il est raisonnable. Non, en fait, c'est l'extrait qui veut ça. L'extrait de 8,2 secondes dont on nous dit c'est le temps qu'il faut pour tomber amoureux et c'est aussi le temps qu'il faut pour mourir. Ça, c'est la prémisse au bouquin. On est entre New York et les Grands Lacs de la frontière canadienne. Maxime Chatham nous entraîne dans un suspense que l'on dit hitchcockien, impossible à lâcher. Voici un extrait qui met la table en douceur. Je n'ai souvent pas le choix sur les extraits que je vous propose. Ce sont ceux qu'on me donne. Mais en tout cas, celui-ci nous met peut-être un peu dans l'ambiance, entre la douce ambiance, dirons-nous, avant que Chatham s'énerve un peu et nous énerve par la même occasion. C'est lu par Cachou Kirsch. Constance se mit à déambuler dans la grande pièce centrale du chalet. Elle laissait remonter la mémoire de chaque objet. La jarre à fossiles sur le buffet, rituel familial depuis son plus jeune âge que d'aller explorer les petites falaises de craie dans la forêt pour fouiller leurs entrailles en quête de ces minuscules trésors du passé, rituel qu'elle avait par la suite transmis à Tom et à Lenny. Le collier de wampum accroché au mur, que son père avait négocié pendant 3 heures à un Onondaga en bord de route pour l'offrir à la mère de Constance un après-midi de promenade par une chaleur suffocante. Les 2 sofas face à face, élimés, tachés, mais dans lesquels s'étaient tenus tant et tant de conversations, de lectures, de siestes, d'encas et de câlins, qu'il était devenu impensable de les changer, sinon en remplaçant les coussins presque chaque été. La lampe de granimo, sculptée dans une racine de cèdre rouge, qu'on proclamait plus vieille que la déclaration d'indépendance du pays. La racine, pas grand-mère mot, répétait le père de Constance au moins à chaque visite du chalet. La cheminée en granit des Adirondacks, encore noircie de ces milliers de flambées réconfortantes. Le tapis zapothèque bariolé où se couchaient tous les chiens, les chaises du bar où sa mère sirotait sa citronnade préférée, la longue table en chêne où ils prenaient leur repas. Partout où se posait le regard de Constance, une myriade de visions émergeait sans effort. Elle leva le nez vers la baie vitrée avec la vue immense sur le lac Skaneateles. Sur toute la longueur, rien que du vert et le sentiment de voler au-dessus de l'eau. Le chalet, qui épousait un escarpement d'une dizaine de mètres tombant dans les flots d'un vert profond, était construit en 3 terrasses successives qui descendaient presque jusqu'à la surface. On entrait par le haut, l'étage du quotidien, celui qui dominait la vue, qui donnait le ton. Ici, on devait élargir son regard. L'esprit portait loin. C'était la doctrine du chalet. Vois à ton rythme, mais vois tout, affirmait la vieille Maud. De sa grand-mère maternelle, Constance ne gardait que trop peu d'images. Maud était partie lorsqu'elle n'avait que 11 ans, mais cela avait été suffisant pour qu'elle imprègne le tissu de ses perceptions
et qu'elle imbibe l'esprit de Constance de sa voix rocailleuse. On pouvait presque entendre les volutes de chacune des milliers de cigarettes qu'elle avait fumées toute sa vie, érailler sa gorge et voiler ses cordes vocales. C'était elle qui l'appelait Connie, surnom que Constance détestait, mais à Granny Mo, on ne pouvait s'opposer. Les yeux de la vieille Mo étaient à l'instar de sa voix, usés mais vifs, délavés mais pénétrants. Deux billes d'un jaspe vert sombre qui ressemblait étrangement à l'eau du Skinny Atlas. Un verre onduleux dans lequel il y a toujours quelque chose à voir, à prendre, à penser. Piqueté d'une vie intérieure invisible mais omniprésente, là encore comme le lac. Mo avait nourri l'âme de Constance. On dit que l'adulte ne cesse de courir après l'enfant qu'il a été pour se comprendre. Granny Mo lui avait facilité l'effort, déposant dans son sac à dos de vie les conclusions de son propre vécu, sa sagesse, comme autant de ballotins fermés par de savants nœuds, et que l'adolescente, puis la jeune femme, jusqu'à celle qu'elle était devenue aujourd'hui, s'était acharnée à délier pour découvrir à chaque fois un enseignement nouveau dont elle avait pu s'accompagner toute son existence. « Vois à ton rythme, mais vois tout » était le plus récurrent. Alors, pour s'énerver le poil des jambes, il faut écouter la suite de ce livre de Maxime Chatham, 8,2 secondes, qui vient de paraître en début novembre en livre audio. Allons-y maintenant, retour au Québec, à Montréal, avec le dernier souffle et le plus lourd. À Montréal, en pleine tempête de neige, tempête hâtive. Je ris une deuxième fois parce qu'au moment où j'ai choisi ce livre, c'était le jour de la première tempête de neige à Montréal qui nous a tous surpris en début novembre dernier. Une lectrice de Babelio dit « J'ai commencé la lecture et page après page, me disait que c'était un peu tristounet et puis un petit peu lourd. Et puis je ne sais par quel tour de magie l'autrice change de ton sans que cela ne se démarque et je me suis sentie complètement dans l'action. Ah, elle écrit bien Dame la France. Voici un extrait de Le dernier souffle et le plus lourd, lu par Michel Duquesne. Les phares scintillaient dans le tunnel, plus étincelants, plus lumineux au fur et à mesure que la rame approchait. Les voyageurs s'avancèrent vers la tranchée dans un même mouvement. Quand le train entra en gare, son souffle puissant hérissa leurs cheveux, ouvrit les pans de leurs manteaux, souleva même un journal abandonné sur le quai. Les cahiers voltèrent, puis planèrent au-dessus du sol, répandant sur la foule des odeurs d'encre et de poussière. Une femme s'en prit un en pleine gueule et s'en débarrassa aussitôt d'un geste impatient. Les feuillets s'échappèrent ensuite vers les rails. On les aurait crus tirés par un fil invisible, avant d'aller se perdre sous les arches bétonnées du plafond, pile au moment où le convoi arrêtait sa course dans un ferraillement strident. Un homme, anonyme parmi tant d'autres, regardait le spectacle, affalé sur un banc moulé au look vaguement rétro. Il frissonna sous son parka qui, tout à coup, lui semblait trop ample. Avait-il perdu du poids récemment? Peut-être. Il remonta son col sur sa nuque, ébouriffa d'un geste furtif sa chevelure blanche et observa le ballet qui se déroulait devant lui dans un tempo indolent. Des gens descendaient des voitures, se faufilaient entre les rangées formées par d'autres passagers qui, à leur tour, s'y engouffraient. À l'intérieur, si certains se précipitaient vers les rares places assises encore libres, la plupart restaient debout à regarder dans le vide ou à consulter leur téléphone, ignorant les néons outrageux qui projetaient sur leur visage éteint des ombres grises. Dans un haut-parleur, une voix annonna un message à peine audible, auquel personne ne prêta attention de toute façon, et le métro repartit. Un silence relatif se fit dans la station, tandis que les usagers se dirigeaient vers les escaliers mécaniques qui les ramèneraient à la surface. L'homme se leva, laissant échapper un grognement. Demeuré immobile trop longtemps, il était complètement ankylosé. Il remua ses jambes, dessinant dans le vide des ronds imaginaires, puis se mit en marche lentement. Avec ses foulées courtes et ses pas lourds, il savait bien qu'il avait l'air d'un vieux. D'ailleurs, il se sentait... Comment décrire son état? Épuisé, courbattu, éreinté? Non, c'était pas ça.
Il laboura sa mémoire pour récolter le mot enfoui quelque part parmi des milliers d'autres semés au fil du temps. Là. Voilà. Il aurait pu choisir user, mais là semblait plus juste, moins trivial. L'idée que 3 lettres à peine arrivent à dépeindre toute la lourdeur qui l'habitait, l'invisible poids qui faisait fléchir ses épaules, le fit sourire. Puis il se rappela que ce n'est pas le genre de choses qu'on se permet quand on est seul dans un endroit public. On garde sa joie, fût-elle éphémère, pour soi. Alors il se rembrunit avant qu'on ne le regarde de travers. Le quai se repeupla. L'heure de pointe s'étirait manifestement. Rien d'étonnant avec la neige qui tombait, forte depuis le milieu de la nuit. Et c'était loin d'être terminé. Ils avaient répété au bulletin météo que cette première tempête de la saison exceptionnellement hâtive pour le sud de la province allait s'intensifier, que le retour à la maison en fin de journée serait difficile. De ce fait, bien des gens avaient délaissé la voiture et opté pour les transports en commun, surtout le métro. Sous terre, protégés des aléas du temps, ils pouvaient espérer se rendre au travail et en revenir sans problème. À moins, ce qui serait le cas aujourd'hui, que quelque chose d'inattendu ne survienne. Voilà, c'était un extrait de Le Dernier Souffle et le plus lourd de Catherine Lafrance. Envie d'entendre d'autres titres en audio? Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Des livres plein les oreilles. Clotilde Sey et Mathieu Tessier en régie vous saluent bien bas.